Tu m'entends? Oui. Merde, attends. Pas ça. Oh, attends, il faut que je le renomme, mais Emmanuel Leleu, Oui. il était dans la salle d'attente et je me suis connectée tout à l'heure et du coup, je me suis déconnectée et maintenant, il n'y est plus. Non, il n'y est plus. Merde. Ah, c'est très chiant, ça. Je crois qu'il va se reconnecter. Ouais. Tu m'entends bien là? J'ai pas besoin de mettre mes écouteurs? Non, non, je t'entends très bien. Ok. Je sais pas trop quoi faire. Merde. Mais il va se reconnecter, t'inquiète, non? Bah, il a vraiment pas l'air doué. Merde. Tu peux accepter Cyril. Ouais. Bah, attends 2 secondes. Attends, comment ça s'appelle? Attends, moi, j'ouvre le... Attends, Non, excuse-moi. pas tout le monde, hein, pour le moment. Non, non, Tu peux je lancer m'ouvre. Attends, je m'ouvre le... Comment dire? Le premier doc PowerPoint, parce que moi, j'ai toutes mes notes de commentaires de quiz. Voilà, c'est bon. Alors, voyons qui est en attente. Tu veux que je fasse rentrer les gens du réseau, Agathe? Ouais, c'est peut-être Cyril, Marie-Aude. Mais pas la Marie aussi. Mais pas la Marie-Aude encore. Marie-Aude, vous restez... Bonjour Marie-Aude. Vous restez tout le temps ou pas? Non, je suis en réunion CSE. Ouais, ok. Donc c'est moi qui fais la présentation UE plus tard. Ouais. Ok. Oh. J'ai l'impression de voir ma mère, moi, si tu veux. Donc... Je crois qu'elle est encore plus belle que moi, ma mère. Elle a l'air plus jeune. Oh, c'est horrible. Ah, je peux plus de ces zooms. C'est vrai qu'en plus, c'est pas flatteur. Hein. Putain, Faut pas avoir trop de cheveux, vous, ça va, mais quand on a beaucoup de cheveux, ça fait un espèce de casque, là. Ah, Cyril, excusez-nous, considération, Je viens mais... de prendre la discussion en cours et je trouve ça dégueulasse, l'attaque sur les cheveux. Bah non, mais regardez, quand on en a beaucoup, ça fait un espèce de casque, là, ça nous... Mais je veux dire un truc, je suis allée voir le dentiste en me disant, mais je me vois en zoom, j'ai les dents qui se rapprochent. Il y a un truc qui... Qui se rapproche. En principe, non. À cet âge-là, elle se déchausse. Sympa. Oh mon Dieu. Les soins socio-esthétiques, c'est pour nous aussi. Ah ben, bien sûr. Pourquoi vous croyez que je suis impliquée dans cette asso? Je pense à mon avenir. Hein, bah oui, c'est ça. Oh,
Agathe, toi, tu as un néon bleu sur toi? Oui, mais c'est mon... Attends. Écran partagé. Je vais faire un truc bien. En fait, elle a un truc de bronzage. Ouais. T'es dans Mince, une cabine attends. UV? T'es dans une cabine UV, Agathe? Mince, mais j'ai un petit problème. Attendez, écran partagé. Ah non, c'est mon écran 2. Ça va du côté du 15, côté mouvements sociaux et tout ça, c'est... Pour l'instant, on n'a pas de mouvement social. Ok. Hormis les appels nationaux là, qui ont été suivis une ou deux fois. Ouais. Mais sinon, on n'a pas de mouvement social, même si le contexte reste un peu tendu. Hein. On vient de racheter un centre de formation. On a 74 parcours AES et aides-soignants. Aujourd'hui, on a 18 candidats. Ah, ça m'intéresse, Cyril. Et d'ailleurs, Cyril, je pense que vous m'aviez laissé un message fin octobre. Ouais, vous étiez en vacances, mais j'ai eu Lionel entre-temps. Heureusement, je suis désolée. Hein, Non, mais c'est bon, en fait, j'ai eu Lionel qui m'avait mis en lien avec Madame Ganzuel. Anne-Lise, ouais. Mais je voyais pas Emmanuel. Donc Et du coup, notre député a donc porté 3 amendements à la loi de sécurité sociale. Ouais. Et le sénateur a signé a co-signé 3 amendements aussi. Ok. Ils sont bougés là-dessus et ils continuent à rester actifs. D'accord. Mais Cyril, parce que sur la suite, là, c'est un des trucs qu'on va lancer sur la question du centre de formation, ce que vous venez de dire, vous auriez des éléments à me présenter, à m'envoyer sur ce que vous avez fait? C'est une fusion-absorption, mais oui, je me le note. Allez, je fais rentrer attends 2 secondes. les autres. Vas-y. Attends, j'ai juste un petit souci. J'espère que ça va se solutionner. Mince. Qu'est-ce qu'il y a, Agathe? Ah. C'est normal la petite chanson Mario Bros là que j'entends? T'entends quoi? Ouais, on entend comme si le jeu avait commencé. C'est pas vrai. Bon. Oui, mais parce qu'en fait, je l'ai lancé. Faut que je le coupe. Voilà. Je vais couper ça. Voilà, c'est bon, vous l'entendez plus? Ouais. Non, c'est bon. Par contre, moi, j'ai plus ma... Je sais pas pourquoi ma diapo, elle ne veut pas s'afficher. Bon, c'est pas grave, je ferai ça. Nous, on voit tout bien, hein, Agathe. Hein. Ouais, c'est parfait. Ah, voilà, c'est bon pour moi aussi. Ok. Bah, vas-y, tu peux accepter les gens. Tac. Alors, je pense que tout le monde est sorti de la salle d'attente et devrait être là. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup d'être présents pour notre 4e webinaire de la semaine. Celui-ci est intitulé Des activités de service au plus près des besoins des entreprises et des particuliers. On est content de ce nouveau rendez-vous. Donc, comme je disais, c'est le 4e de la semaine, puisque toute la semaine, nous avons organisé des webinaires thématiques à destination des acteurs de l'emploi en entreprise, des personnes qui sont acteurs de l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Donc, on est très content que vous soyez aussi nombreux ce matin. Merci beaucoup. Je suis Cécile Abrantès, je suis chargée de communication à l'UNAPI et je vais laisser mes collègues se présenter puisqu'on est plusieurs ici à la tête de réseau à animer ce webinaire. Marie-Aude Torres Maguedano, je suis la directrice de l'UNAPI, de la tête de réseau associative. Et Agathe Martin, chargée de mission emploi. Nous avons un collègue du Cantal. Vous avez votre micro qui...
Voilà. Bonjour, je suis Cyril Chouvelon, je suis directeur général adjoint de l'ADAPI du Cantal et également directeur de l'ensemble des services en milieu ouvert pour les adultes que nous accompagnons. Très bien, merci Et on a Cyril. d'autres acteurs du réseau qui sont présents aujourd'hui avec nous et qu'on présentera au fur et à mesure du webinaire. Merci beaucoup donc d'être présent. Vous avez un sondage aussi normalement auquel vous pouvez accéder. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de mieux vous connaître, de savoir qui est présent aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, je vous présente. Donc, rapidement, on va commencer par une petite sensibilisation au handicap intellectuel. Puis, on vous présentera donc le réseau UNAPI et le sujet du jour, donc les prestations développées au plus près des besoins des entreprises et des particuliers. Avant de revenir sur le dispositif UNAPI et entreprise comme un outil pour vous accompagner dans vos achats responsables, dans la recherche de prestations en fonction de vos besoins. Et on terminera par un temps de questions-réponses. Voilà. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Super. Alors, on va commencer tout de suite par le petit quiz. Alors, comme d'habitude, pour les personnes qui étaient déjà présentes lors des jours précédents cette semaine, il vous suffit de vous connecter avec votre téléphone, je n'ai pas précisé, à l'adresse kahoot.it, celle que vous voyez juste ici, et de rentrer le code PIN que vous avez ici, 803 39 36. Vous choisissez un pseudo et après, c'est parti. Alors, on a 2 personnes pour le moment, ça n'a pas l'air simple. Allez-y, connectez-vous et puis vous pouvez aussi mettre les micros, réactiver les micros pour qu'on puisse vous entendre. 3 personnes. Là, vous êtes sûr d'être sur le podium? Il y a peut-être des gens qui ont joué déjà cette semaine et qui connaissent déjà toutes les réponses. Oui, mais ils peuvent se connecter et tricher. Dans ce cas, on attendait qu'ils soient premiers. J'attends encore une petite minute. Ah, super. Donc là, il faudra switcher entre les 2 écrans. Vous aurez les questions qui s'afficheront sur l'écran principal de votre ordinateur et puis les différentes options sur votre téléphone. Allez, on va y aller. Ça va? Il y a un rouge un peu. Mais non. Ouais. Première question. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant? Environ 80%, 40 à 50%, 10 à 15%, 1 à 2%. Alors, la bonne réponse était 10 à 15%. On a voulu poser cette question pour d'ores et déjà s'enlever cette image de la tête qui associe très régulièrement et trop souvent le handicap au fauteuil roulant. En France, seuls 10 à 15% des personnes qui sont en situation de handicap se déplacent en fauteuil roulant. Deuxième question, à choix multiples.
Quelles catégories de handicap sont citées dans la classification de l'OMS? Le handicap moteur, handicap intellectuel, mental, handicap sensoriel, handicap psychique. Allez, encore 4 secondes. Nous avons 5 réponses, 6 réponses. Et Oui, bien sûr, toutes les réponses sont justes. Ces quatre catégories de typologie de handicap qui sont effectivement citées dans la classification de l'OMS. Et à ces 4 catégories, on peut même en rajouter une 5e qui correspond à toutes les maladies qui sont invalidantes. Voilà, vous connaissez certainement ces cas en entreprise de handicap qui ne sont pas forcément visibles, mais voilà, des maladies longues, invalidantes qui peuvent faire l'objet d'une RQTH en entreprise, par exemple. alors, Corinne est première et nous enchaînons avec la 3e question. À choix multiple, d'après vous, le handicap intellectuel, c'est une limitation des fonctions cognitives, perception, attention, mémoire, une limitation du fonctionnement adaptatif, comme la communication, les habiletés sociales. Est-ce que c'est toujours de naissance et est-ce que c'est réversible? Est-ce que ça se soigne grâce à la prise d'un traitement médicamenteux? Alors, le handicap intellectuel se définit de la manière suivante. Parmi les difficultés ou les limitations que peuvent rencontrer les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on va retenir la limitation des fonctions cognitives, donc de perception, d'attention, de mémoire, mais aussi des limitations dans au moins 2 domaines du fonctionnement adaptatif, que sont la communication, les habiletés sociales. Et donc, ces deux grands champs de difficultés vont caractériser le handicap intellectuel, sachant que chaque personne, bien entendu, a des degrés plus ou moins grands et des difficultés plus ou moins grandes, et que chaque personne est tout à fait singulière. Et qu'on dit que le handicap intellectuel, c'est la conséquence sociale d'une déficience intellectuelle. Il faut savoir que le handicap ne survient pas que autour de la naissance. Il y a effectivement des anomalies génétiques chromosomiques qui peuvent intervenir avant la naissance ou autour de la naissance, des accidents de naissance, mais aussi au cours de la vie. Il y a aussi des maladies infectieuses ou des accidents de la route, etc., qui peuvent provoquer un handicap intellectuel irréversible. Bien entendu, le handicap intellectuel ne se soigne pas, pas avec des médicaments en tout cas. Voilà, c'est les thérapies et l'accompagnement humain qui va venir compenser le handicap. Compensation qui est inscrite dans la loi du 11 février 2005, le droit à compensation qui réaffirme que les personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes droits et devoirs que le reste de la population, et notamment le droit au travail. Alors, Corinne a 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo Corinne. 4e question. D'après vous, combien y a-t-il de personnes en situation de handicap intellectuel en France? Est-ce qu'il s'agit plutôt de 300 000 personnes, 500 000 personnes, 700 000 personnes ou 2 millions de personnes? « 4 secondes. Nous avons 11 réponses. Oui, c'est juste la bonne réponse. On estime entre 650 et 700 000 personnes en situation de handicap intellectuel en France. C'est un chiffre qu'on peut penser certainement en dessous de la réalité, puisqu'on sait qu'il y a encore quelques errances de diagnostic et des personnes qui sont éloignées de diagnostic précis. Waouh, Corinne, 4 bonnes réponses d'affilée. Incroyable. Les personnes en situation de handicap intellectuel n'ont pas la capacité de travailler. Cette affirmation est-elle vraie? Est-elle fausse? C'est du rapide.
Oui, c'est évidemment faux, sinon on ne serait pas rassemblés ici ce matin. Bien sûr, les personnes en situation de handicap peuvent exercer une activité professionnelle, que ce soit en milieu ordinaire, dans les entreprises et collectivités territoriales ou en secteur de travail protégé et adapté. On estime à 120 000 personnes en situation de handicap intellectuel qui travaillent dans les ESAT et dans les EA, dont 60 000 dans le réseau Une API entreprise. Alors, on nous pose tout le temps cette question, effectivement, quid des personnes avec... Attends, Cécile, les personnes Oui. en situation de handicap intellectuel qui travaillent ne peuvent pas fournir une prestation strictement intellectuelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je te laisserai répondre. Cécile? Pardon. Donc, bien sûr, les personnes handicapées déficientes intellectuelles peuvent fournir des prestations intellectuelles. Beaucoup de prestations du type administratif sont proposées dans les ESAT et les EA de l'UNAPI. Hier, on a eu un webinaire passionnant consacré au FALC, au facile à lire et à comprendre, qui est une prestation à haute valeur intellectuelle pour les personnes en situation de handicap, puisqu'elles viennent transcrire et faciliter la lecture de documents voilà, qui ne leur sont pas accessibles sans cette méthode, par exemple. Alors, 7e question, avant-dernière, à choix multiple. Selon vous, lesquels de ces chiffres sont corrects? Vous pouvez répondre dès maintenant sans attendre que je termine de les lire. 7,8% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Deuxième possibilité, 37% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont en emploi, 66% de la population générale. 80% des entreprises emploient au moins un travailleur en situation de handicap et le réseau Une API entreprise accompagne 60 000 personnes dans l'emploi. Je pense qu'elle était un petit peu... Tout le monde n'a peut-être pas eu le temps de répondre, mais tous ces chiffres sont exacts. Voilà, effectivement, on compte 7,8% des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, 37% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont en emploi contre 66% par rapport à la population générale. Voilà, c'est rappeler si c'était besoin que les personnes en situation de handicap ont de vraies difficultés à accéder à l'emploi. 80% des entreprises emploient au moins un travailleur handicapé. Et comme je vous le disais précédemment, c'est 60 000 personnes qui sont accueillies et accompagnées dans le réseau Une API entreprise dans l'emploi. Corinne, 7 bonnes réponses d'affilée. Est-ce que quelqu'un va la détrôner avec cette dernière question? Suspense. D'après vous, comment accompagner une personne en situation de handicap intellectuel en entreprise? En sensibilisant les collaborateurs, en proposant un accompagnement humain, tuteur, coach, en mettant en place des aides techniques ou en prévoyant des aménagements de postes coûteux. Oui, merci, plein de belles bonnes réponses, effectivement. Contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, accueillir une personne déficiente intellectuelle en entreprise ne va pas forcément demander d'aménagement de poste coûteux comme vous pouvez avoir l'habitude de procéder en entreprise. C'est l'accompagnement humain qui va être primordial avec beaucoup de choses de bon sens à mettre en place, outre la volonté politique, sensibiliser les collaborateurs ou mettre en place des petites aides techniques d'accessibilité à l'environnement, accessibilité à la lecture, etc. Voilà, c'était un petit peu pour démystifier voilà, les freins qu'on pourrait imaginer dans l'emploi direct de personnes handicapées intellectuelles en entreprise. Et tout de suite, le podium. En 3e position, Cyril. Bravo Cyril. En 2e, Romu. Et en 1re position, Corinne. Bravo. Très très bien. Corinne qui sera restée première tout du long. Alors, sans plus attendre, Nous sommes 900 000. Nous sommes 900 000 et nous sommes partout.
Le plus souvent, nous sommes invisibles. Nous sommes parents, personnes handicapées intellectuelles, mais aussi soignants, éducateurs ou aidants. Nous sommes à côté de vous, dans le bus. Au travail. Ou au cinéma. Notre lutte, la plupart d'entre nous ne l'ont pas choisie. Nous sommes 900 000 et notre engagement est permanent. Ensemble, nous avons déjà parcouru un long chemin. En 60 ans, nous avons fait changer la loi plusieurs fois. Nous avons fait évoluer la société, fait bouger les lignes. Mais nous n'en avons pas fini. Nous sommes 900 000. Et pourtant, face aux défis du quotidien, il nous arrive de nous sentir seuls. Nous agissons pour une société plus solidaire, plus inclusive. Une société qui réserve une place à chacun. Une société qui accompagne. Une société qui soit avec nous. Nous sommes l'UNAPI. Et vous? Êtes-vous avec nous? Merci Agathe et merci Cécile pour cette introduction. Ce petit film, je pense, résume assez bien qui on est. Il a été tourné dans plus de 7 associations partout en France. Je crois qu'il dit bien en fait notre ambition depuis 60 ans en fait après-guerre. Les parents d'enfants handicapés se sont réunis et ce qui a commencé par un geste de solidarité, c'est au fur et à mesure transformé en un réseau associatif et en un, j'allais dire aussi la structuration d'un métier qui est celui aujourd'hui du médico-social handicap, c'est-à-dire tous ces professionnels qui ont une expertise particulière pour aider à la fois les personnes en situation de handicap, donc intellectuels, les troubles du neurodéveloppement, comme on dit aujourd'hui au sein de l'UNAPI, et leurs parents. Donc nous, l'ambition du réseau UNAPI, qui compte, vous le verrez, un peu plus de 350 associations, c'est de croire et de militer pour une société à la fois plus solidaire et plus inclusive. Pour atteindre cet objectif, on s'est donné 3 grandes orientations pour le mandat, j'allais dire, courant jusqu'à la fin 2022. On s'est dit que pour atteindre cet objectif, il fallait qu'on travaille à la fois sur le fait qu'il fallait accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie, avec notamment des choses qui sont pour nous essentielles, qui sont de développer l'autodétermination, le fait que chaque personne handicapée, quel que soit son niveau de handicap, est en capacité de faire des choix, mais aussi qu'il fallait garantir à chaque personne et à chaque famille un accompagnement tout au long de la vie. Ce qui est en ce moment une donne un peu compliquée avec les temps que nous vivons et nous sommes traversés par une pénurie aujourd'hui de professionnels qui remet énormément en cause la question de la garantie des droits pour ces personnes et ces familles. Et voilà, donc c'est un combat qui a été mis en place il y a 60 ans et qui, je peux vous dire, est toujours d'actualité. Autre point, pour atteindre cette ambition, on s'est dit que depuis 60 ans, c'est ce qui est dit dans ce film, notre mission, c'est d'accélérer l'évolution de la société. Alors, ça fait 60 ans qu'on se le dit, et nous, on a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite. Et en même temps, des matinées, des moments comme on vit là, on se dit que voilà, chacun, on a notre part à jouer. Pour accélérer l'évolution de la société, notre constat, il est clair, c'est qu'on doit beaucoup plus co-construire avec tous les acteurs. Et c'est exactement le message d'aujourd'hui. Le monde de l'entreprise, le monde de la culture, voilà, tous les pouvoirs publics, bien entendu. Mais je pense que c'est un mot d'ordre qu'on s'est donné. Et autre point, c'est innover dans notre accompagnement. Et c'est ce à quoi s'emploient toutes nos associations. Et enfin, la 3e grande orientation que nous sommes donnés en tant que mouvement associatif, c'est qu'on voulait continuer à croire qu'un modèle associatif parental, donc dirigé encore aujourd'hui par uniquement des parents, des frères et sœurs et des amis, et aidé de professionnels, était un modèle qu'on pensait être utile dans notre société et un modèle qu'on se qualifie dans nos valeurs d'entrepreneurs militants, parce que le point commun des gens qui travaillent à l'UNAPI, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, et avec l'application des personnes handicapées, c'est de militer pour le droit. On l'a créé pendant des années. Maintenant, notre sujet, c'est qu'il soit effectif et c'est en même temps d'être entrepreneur. On va le voir dans la diapo suivante avec les chiffres.
qui est notamment qu'aujourd'hui, voilà, nous, c'est près de 350 associations partout en France qui en fait, gèrent à eux plus de 3000, pas loin de 3300 établissements et services. Donc, on a une tête de réseau national, donc Cécile, Agathe et moi-même travaillons, on est 45. Et surtout, après, en fait, on a un réseau qui, si on était un grand groupe, comme certains peut-être travaillent dans des grands groupes, on serait 94 000 professionnels. Donc c'est un monde d'invisibles, mais qui aujourd'hui accompagne plus de 200 000 personnes en situation de handicap. Une particularité aussi, c'est que nous accompagnons des majeurs protégés, donc des gens qui ont des tutelles, et que nous accompagnons au quotidien. Donc, ce qui représente plus de 50 000 familles, 72 000 bénévoles, d'où l'idée des 900 000 personnes. C'est-à-dire, pour chaque personne handicapée, derrière, il y a toute une famille, il y a des professionnels, il y a des bénévoles. Et nous sommes, j'allais dire, un monde invisible, mais qui en même temps, partout autour de nous. Donc, voilà les grands chiffres du réseau UNAPI. Et je crois qu'il y a une diapo suivante, mais qui va faire la transition. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi la question des ESAT et des EA, du milieu, ce qu'on appelle protégé, est important pour l'UNAPI, parce qu'en fait, ce sont les parents et les professionnels du mouvement UNAPI il y a 50 ans qui ont créé cette idée folle de se dire que leurs enfants handicapés, ils avaient le droit aussi au travail, ils avaient le droit aussi à une place dans la société par le travail. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de structure, qui est plus d'ailleurs plutôt protégée, qui je dirais peut-être protectrice, et qui permet en fait d'adapter le travail pour leur permettre de partir de leurs compétences. Et c'est vraiment l'idée aujourd'hui. Cécile disait 120 000 personnes aujourd'hui travaillant dans ce secteur. La moitié sont aujourd'hui dans les associations de l'UNAPI. Partout en France, dom-tom y compris. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'on a une expertise, on pense que, pour nous, c'est un sujet qui est une conviction et surtout un savoir-faire au quotidien. Mais je laisse la parole aux personnes suivantes. Merci beaucoup, Marie-Aude. Alors, juste pour rappel, on parle donc de 600 ESAT au sein de l'UNAPI, 120 entreprises adaptées. Alors, vous en avez peut-être entendu parler avant la loi du 11 février 2005, qui commence à dater un peu quand même, mais comme des centres d'aide par le travail et des ateliers protégés. Alors, la grande différence entre les ESAT et les EA, c'est que les premiers sont des établissements médico-sociaux, tandis que les seconds sont des entreprises à part entière. Et donc, de là découlent finalement des missions et une équipe pluridisciplinaire différente. Donc, en ESAT, au-delà de proposer une activité à caractère professionnel, la structure a aussi pour objectif d'offrir un soutien médico-social et éducatif aux travailleurs en son sein et de favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale. Donc, on a des professionnels médico-sociaux, paramédicaux au sein des ESAT qu'on ne retrouvera pas au sein des entreprises adaptées qui, elles, ont vraiment pour objectif de mettre en adéquation, de mettre en œuvre finalement les moyens de compensation nécessaires pour offrir une activité à caractère professionnel à leurs salariés. Donc, vous avez bien entendu, j'ai parlé dans un cas de travailleurs, donc d'usagers, selon le Code de l'action sociale et des familles concernant les ESAT, et de salariés au sein des entreprises adaptées. Donc, voilà, c'est un petit peu là aussi une différence assez importante. En ESAT, on a 100%, donc 100% de l'effectif qui sont des travailleurs en situation de handicap. En entreprise adaptée, c'est au moins 55% de l'effectif. Le profil est différent. Il est évalué par la CDAPH, donc par les MDPH. Donc, la capacité de travail des personnes en situation de handicap en ESAT est inférieure au tiers de celui d'une personne valide. En entreprise adaptée, on a une capacité de travail plus importante, mais qui est malgré tout insuffisante pour travailler en entreprise ordinaire. Les ressources également sont différentes. En entreprise adaptée, les salariés gagnent le SMIC, au moins le SMIC. En ESAT, on est sur une rémunération garantie financée par les ESAT, une aide au poste
et les travailleurs touchent aussi l'allocation adulte handicapé. Alors, tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet et laisser la parole à différents acteurs du réseau qui vont venir vous parler de la manière dont ils vont vers les entreprises, les collectivités, le grand public. Alors, pourquoi? Pour répondre aux besoins de ces derniers, mais aussi pour favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des travailleurs des ZAD, des salariés de A. Et donc, on a plusieurs modalités qu'on va venir évoquer ici. Alors, des prestations qui sont réalisées dans un lieu ouvert au grand public, avec l'exemple du restaurant La Croisée des Chemins. Oui. Dans un deuxième cas, des prestations ponctuelles, des prestations de services réalisées au sein des entreprises, des collectivités. Donc là, ce sera l'ESAT Le Castel et qui viendra présenter son service traiteur. Et enfin, des mises à disposition individuelles ou collectives. Et donc, c'est Cyril Chouvelon qui s'est présenté tout à l'heure, directeur de l'ESAT hors les murs de l'ADPI 15, qui va venir vous parler de cet aspect et du fonctionnement d'un ESAT hors les murs. Voilà, alors tout de suite, je laisse la parole à Valérie Grosjean, monitrice en salle du restaurant La Croisée des Chemins, qui va venir nous parler un peu du fonctionnement du restaurant, des clients et des travailleurs qui y exercent. Voilà, je suis donc Valérie Grosjean, j'ai Driss à côté de moi, qui est là, qui va rentrer dans le cadre, parfait. Donc effectivement, La Croisée des Chemins, c'est un restaurant de type traditionnel, on va dire, dans le sens où il est ouvert à tous. On a 42 places assises. On fait aussi de la vente à emporter pendant le service. On a une vraie carte avec une ardoise qui change toutes les semaines. Là, aujourd'hui, on a une choucroute de la mer, par exemple. On a un filet bar avec un beurre blanc. Enfin, on a un parmentier de canard. Enfin, c'est un vrai resto, mais tous les personnes qui y travaillent ici sont des travailleurs handicapés. En cuisine et en salle. On en a 8 en salle, 8 en cuisine, pardon, qui sont encadrés par le chef Laurent Vélia, qui est aussi moniteur. Et en salle, on a Eline Edris qui est à mes côtés. Et moi, je m'occupe de la salle et un peu de la partie administrative. Voilà, on a donc quand je vous parlais de clients, on a des vrais clients, des salariés de Prisma, qui est une société à côté, le personnel de l'hôpital, de la mairie. On fait entre 15 et 25 personnes par client par jour. Voilà, et on est ouvert du lundi au vendredi, uniquement pour le service du midi. Voilà, et donc en salle, nous avons Driss, qui est le vétéran ici. Tu as quel âge, Driss? 56 ans? 57. Il a occupé pas mal de postes à l'ESAT, parce que je dis évidemment, La Croisée des Chemins, c'est géré aussi par l'API, évidemment. Et donc, Driss, tu as fait pas mal de postes, hein, ça fait 3 ans. Donc, tu es ici à La Croisée des Chemins, qui est serveur ici. Voilà, c'était le Castel. Si vous avez des questions à lui poser, il est là. Il est un peu timide, alors il se fait violence pour venir vous parler. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail? Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Accueillir les gens avec un sourire. Oui. Ouais, c'est placer les gens, proposer le menu. Oui. Et tu me disais que c'était un petit peu difficile parce qu'évidemment, l'ardoise change chaque semaine. L'ardoise change toutes les semaines et il faut se souvenir des menus. Voilà. Et la choucroute de la mer avec 3 poissons qui changent souvent, c'est compliqué. Avec ces poissons. Le poisson, c'est bon. Souvenir un ou deux, le troisième, bon, hop. Voilà. Ouais, c'est bon. Les gens, ils sont contents. Mais est-ce que ça t'aide? Oui, ça m'aide, oui. Ouais. Ça m'aide à souvenir des choses. Des menus, le plus dur, c'est les sauces. Oui. Sachant que les sauces, ils changent tout le temps et après, pour voir les sauces, je marque sur un petit morceau de papier pour savoir. Voilà. Donc, Driss prend les commandes, donc accueille les gens, prend les commandes, et puis après, il faut évidemment se faire entendre auprès de la cuisine. Puis être sûr. C'est une concentration de tous les instants. Hein, la concentration, c'est ça qui est ça. Et puis la gestion du stress, parce que la restauration, c'est du stress par essence. Hein, quand vous recevez 6 personnes chez vous, c'est verdun. 6 personnes, c'est et ben, au restaurant, c'est une ou 2 personnes, 3 personnes, ça va. Mais 5, 6, 7, en même temps, c'est… D'accord. J'ai une question, s'il vous plaît.
à tous les deux. Comment est-ce que vous avez fait connaître votre offre de service aux entreprises que vous accueillez, aux personnes que vous accueillez du coup? Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille. On fonctionne avec il y a aussi un service intergérationnel qui est à côté de chez nous. Donc, il y a pas mal de personnes âgées qui viennent aussi. C'est plutôt du bouche à oreille pour l'instant. Alors, moi, je suis là depuis un mois. Je ne peux pas non plus… mais on a fait… non, mais j'ai vu qu'on avait un compte Instagram. On est situé dans l'écoquartier de Gennevilliers, qui est un petit peu décentré, mais en même temps, on ne peut pas non plus faire, quand on atteint 25 clients, c'est déjà beaucoup pour l'équipe en cuisine. Et puis même ici, c'est après se faire connaître. Il y a quand même beaucoup de bouche à oreille. Les gens viennent, reviennent, se passent le mot. Voilà, passent le mot parce qu'ils sont bien accueillis. Parce que, trucs qu'on emporter aussi, oui, on les peut pas mal téléphones. emporter, voilà. On prépare, ils viennent dans 5-10 minutes, un quart d'heure, qu'on leur prépare le manger. On va emporter. Super. Merci beaucoup pour ce Rien, témoignage. Merci. Et je laisse tout de suite la parole donc à Emmanuel Leleu, qui est moniteur d'atelier au sein de l'ESAG de Castel et qui va venir vous parler de la prestation traiteur. Bon courage pour le service, du coup. Vous avez votre micro coupé, Emmanuel. Voilà, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Kelly et Sylvie. Donc, nous représentons les actes Le Castel, situé à Gennevilliers. Effectivement, nous allons vous présenter l'activité traiteur. Alors, l'activité au traiteur, c'est assez vaste. Ça peut aller du petit déjeuner au buffet, le cocktail, des goûters, des pots de départ, des anniversaires. Voilà, alors on fait du service en salle, comme vous voyez sur la photo, ou du service à table aussi quand on a des prestations chez des clients où on a un repas froid ou chaud en fonction de la demande. Et on a des travailleurs qui font le service. Moi, je les accompagne en cuisine pour la réalisation des plats et des desserts. Nous faisons les livraisons, nous faisons beaucoup de choses. Voilà, ça c'est un goûter chez Carglass. Des clients, on a travaillé pour Louis Vuitton, Europe Assistance, beaucoup l'UNAPI, qui est un bon client pour nous, Oracle ou la Banque de France, par exemple. Voilà. Et nous avons avec nous Kelly qui travaille sur les traiteurs et qui peut nous dire un petit peu voilà, ce qu'elle apprécie dans ce travail. On vous entend très mal, excusez-moi. Peut-être vous pouvez vous rapprocher de votre micro. On n'a pas entendu votre intervention, madame, excusez-moi. Excusez-moi. Nous avons avec nous donc, Kelly qui est une personne qui travaille au service traiteur et qui peut nous dire en quelques mots ce qu'elle apprécie dans ce travail. Ouais. Alors, un petit peu timide, Kelly, mais voilà, elle a préparé quelque chose. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est le service en salle, parce qu'on voit des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui ont beaucoup le sourire et que le boulot, il est bien fait, en fait. Grâce à Manu, il nous aide beaucoup. On arrive à s'en sortir. Des fois, c'est pas facile, mais il faut rester concentré dans le boulot, quoi. Moi, j'apprécie beaucoup. Vous intervenez à quel niveau, Kelly? Votre travail consiste en quoi? Vous êtes au service? Les deux. Les deux. Okay. En fait, je fais les deux. Fabrication et les deux. Très bien. Cuisine, je fais la cuisine, j'aide la coupe, la pluche, tout ce qui cuisson, tout ce qu'il y a à préparer, quoi. Les brochettes. Oui, le service en salle aussi.
D'accord, du légume à éplucher à légumes servis dans l'assiette. Oui. C'est ça? Oui. Est-ce que parmi notre auditoire, il y a des questions? Parce que voilà, les experts du réseau sont là aussi pour vous parler plus concrètement en fait de ces mises à disposition, comment est-ce qu'on travaille. Donc n'hésitez pas, les vrais gens qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir ou dans le fil d'actualité, dans le fil de la discussion. Là, je regarde vos questions s'il y en a. Mais sinon, on enchaîne. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et donc après la prestation, les illustrations concernant les prestations de services, on va parler donc des mises à disposition individuelles ou collectives. Voilà, et on va demander à Sylvie Chouvelon de venir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui les différencie des prestations de services plus ponctuelles et puis pour quelles raisons les entreprises souhaitent faire appel à des travailleurs des AT ou des salariés de A via des mises à disposition. Oui, bonjour. Donc, on va faire le point et voir un petit peu quelle est la différence entre la mise à disposition, le principe de mise à disposition et le principe de prestation de service sur site. Pour commencer, la mise à disposition, on est sur un poste de travail qui est dédié dans une entreprise et qui permet en fait aux travailleurs en situation de handicap de s'épanouir parce qu'il a pour projet professionnel de travailler en milieu ordinaire. Il reste sous l'autorité, bien sûr, de l'ESAT ou de l'ESAT hors les murs, mais a aussi en lien avec lui l'autorité de l'entreprise qui lui donne les ordres pour pouvoir mener à bien le travail qui lui est confié. Des outils sont fournis, comme on vous disait tout à l'heure, la déficience intellectuelle ne demande pas la mise en place de beaucoup d'outils. L'outil principal, c'est l'éducateur qui va accompagner la personne tout au long de son parcours professionnel pour adapter le poste et pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, on signe un contrat de mise à disposition. C'est un contrat à but non lucratif et on fixe un tarif horaire qui permet à l'employeur derrière d'avoir un retour en termes d'aide au poste et d'aide financière sur son chiffre d'affaires annuel. C'est un contrat qui est nominatif. Les conditions de mise à disposition s'étalent sur une période de 2 ans. Et au-delà de 2 ans, puisqu'on est sur l'idée quand même d'intégration dans le monde du travail, ce serait d'aller sur un contrat de droit commun. Mais les autorités de contrôle, que sont la Maison départementale des personnes handicapées, donnent la possibilité de pouvoir continuer cette mise à disposition au-delà des 2 ans. À l'inverse, la prestation de service, elle se fait sur site, elle se fait sur nos ESAT, par exemple, et on est sur des réalisations de tâches spécifiques. Par exemple, une entreprise de cosmétiques qui vous transmet, qui vous demande de bien vouloir monter, par exemple, des bouchons de parfum pour le luxe, ou c'est une activité qu'on a sur nos services, ou le montage de ruches, des choses comme ça. C'est le prestataire qui contrôle, bien sûr, et les moyens de travail sont fournis par l'ESAT ou par l'entreprise adaptée, puisqu'on est sur nos propres sites. Et c'est un contrat qui est à but lucratif puisque l'ESAT ou l'entreprise adaptée a la possibilité de réaliser une marge qui nous permet de réinvestir également derrière dans nos établissements médico-sociaux et notamment nos établissements de travail. On peut passer à la… Voilà. Donc, je vous ai parlé des MAD et alors… Excusez pour l'acronyme, hein, on parle de MAD, mise à disposition. Elles peuvent être collectives ou individuelles. Quand elles sont collectives, je prends l'exemple d'un cas, j'ai une mise à disposition collective avec la mairie d'Aurillac où je dois fournir, entre guillemets, 4 travailleurs en situation de handicap. Là, on est… mais ça peut être aussi dans une entreprise, comme une entreprise avec qui on travaille sur du montage de meubles et qui met à disposition dans son entreprise un lieu dédié ou pas, parce qu'on peut aussi travailler et être inclusif à 100% et travailler dans les ateliers avec souvent un encadrant technique qui est là et qui accompagne nos personnes pour qu'elles puissent réaliser leurs tâches dans de bonnes conditions. Et sinon, on est sur des mises en disposition individuelles et là, on est plus sur le principe des ESAT hors les murs. Les ESAT hors les murs, c'est la même chose que les ESAT, sauf que vous n'avez pas d'architecture. Moi, j'accompagne 22, enfin mes collègues accompagnent 22 personnes en situation de handicap et elles se résument à 2 bureaux. Et après, on est sur site au quotidien et autant que de besoin.
Donc, je vais vous parler. Ouais. Je vais passer la slide. Oui, les Azotes hors les murs, du coup, accompagnent les travailleurs uniquement à travers ce concept de mise à disposition. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de celui de l'ADAPI du Cantal, s'il vous plaît? Alors, un ESAT hors les murs, c'est avant tout et surtout un service d'accompagnement médico-social qui accompagne au quotidien la personne, qui la soutient et qui lui apporte un petit peu des éléments pour pouvoir réfléchir à son projet professionnel dans le cadre de l'autodétermination et de la gestion de son parcours. L'accompagnement se fait grâce à un dispositif dont on vous parlait, qui est la mise à disposition. Sur les ESAT hors murs, toutes nos mises à disposition sont individuelles, même si on a une mise à disposition de 4 personnes au sein de la mairie d'Aurillac. On accompagne, et ça c'est notre mission principale, en milieu ordinaire de travail, toute personne qui fait ce choix-là et qui a l'orientation adéquate donnée par la MDPH, avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et nous intégrons dès l'âge de 18 ans des personnes à l'ESAT hors les murs. Normalement, la loi dit 20 ans, mais quand on est en ESAT hors les murs et quand on a le projet d'être autonome, on peut déjà intégrer un ESAT hors les murs dès l'âge de 18 ans, mais un ESAT aussi. Bien évidemment, on a un certain nombre de donneurs d'ordre, les entreprises locales, les collectivités territoriales, les associations avec lesquelles on travaille, et je suis intégré aussi dans des réseaux d'employeurs type CPME, BNI, pour justement apporter la bonne parole de l'inclusion par le travail des personnes en situation de handicap. Et donc, quand les choses matchent, on signe un contrat de mise à disposition, contrat qui est signé entre l'ADAPI et l'entreprise, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le travailleur handicapé n'est pas salarié de l'entreprise. Donc, nos missions, et dans ce qu'on propose, à l'ESAT hors les murs, on part du principe. Alors, la France fonctionne en silo. Moi, j'ai fait un pas de côté. Les silos, je les ai en tête, mais je ne les utilise pas. Et on accompagne la personne dans son ensemble. On l'accompagne le plus possible sur son lieu de travail pour lui donner les outils, pour lui donner les bons gestes, pour l'aider. On peut apporter les outils nécessaires à l'adaptation du poste de travail. Ça peut être des outils informatiques, des outils techniques, des moyens mnémotechniques. On conseille les entreprises aussi sur leur politique d'inclusion professionnelle, puisque toutes les entreprises doivent être dans une démarche RSE. Donc, l'inclusion des travailleurs en situation de handicap fait partie de la RSE. Et on accompagne les personnes en situation de handicap dans un parcours de formation, soit par la VAE, par la RAE, mais aussi par l'apprentissage ou par la formation professionnelle. Une mise à disposition, ce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai vu qu'il y avait des questions, une mise à disposition, elle peut aller de 1 mois, d'une semaine à 2 ans. Et derrière, après, si on doit continuer la mise à disposition, c'est nos services qui travaillent avec la FDPH pour donner l'accord d'une mise à disposition nominative au-delà de 2 ans. C'est bon, Agathe. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'idée d'un accompagnement global. Mais avant tout, je voudrais redonner une définition du handicap intellectuel, de la déficience intellectuelle. C'est avant tout une incapacité de mener à terme un projet seul, sans une aide humaine. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap avec une déficience intellectuelle devra ou sera toujours accompagnée. C'est pour ça qu'on a constitué au sein du pôle milieu ouvert, qui est le service que je dirige et qui regroupe, vous le voyez, un certain nombre de services. Alors, on l'illustre comme ça, ESAT hors les murs, équipe mobile autisme, emploi accompagné. Mais aujourd'hui, on travaille différemment parce que c'est une simplification aussi pour les personnes handicapées. On a 4 portes d'entrée. Les 4 portes d'entrée sont la citoyenneté, le parcours de soins, l'habitat. Et la 4e porte d'entrée, c'est le travail et la formation. C'est pour ça que vous voyez aussi sur la slide un campus que nous avons racheté et qui est labellisé H+, c'est-à-dire qui est labellisé pour former les personnes en situation de handicap. C'est un campus à l'intérieur où on a des formations d'aides-soignants, des formations d'éducateurs, d'AES et en parallèle des formations dédiées aux personnes en situation de handicap. Pour la petite histoire, on a une formation d'AES, accompagnant éducatif et social, et une formation d'aide-soignants qui ont intégré 2 personnes en situation de handicap dans la formation au long cours. Donc voilà un petit peu comment on accompagne. Et l'idée, c'est vraiment, parce que pour être bien au travail, il faut être bien
dans sa vie perso, il faut être bien dans sa vie de couple. Et donc, du coup, on essaye de proposer un accompagnement global en se faisant fi des silos, comme je vous disais tout à l'heure. Et même si sur les ATORMUR, je n'ai pas de psychiatre, et ben, si une personne a besoin d'une prise en charge avec un psychiatre, et ben, je peux du coup la solliciter pour qu'elle puisse l'accompagner. Et puis peut-être que cette personne aura besoin d'un logement, donc elle pourra nous solliciter pour une maison relais ou pour un habitat inclusif. Mais on est vraiment dans cette notion d'accompagnement global, parce que ce qu'on souhaite réellement, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. Et ce qu'on souhaite aussi, et ce pourquoi l'UNAPI se bat, c'est pour le droit au retour. Effectivement, demain, j'ai peut-être envie de travailler en entreprise, mais c'est insécurisant, parce que qu'est-ce qui va advenir si je lâche mon orientation ESAT ou ESAT-ORMUR, et si ça se passe mal, si l'entreprise connaît des difficultés, comment moi je vais faire derrière pour rebondir. Donc c'est pour ça que l'association, la tête de réseau, demande ce principe de droit au retour, c'est-à-dire que je tente, j'expérimente, et si c'est pas possible, je reviens, et sans toutes les tracasseries administratives. Bien sûr, les mises à disposition, elles ont des intérêts pour les entreprises. Les premiers, qui bien sûr tracassent tout chef d'entreprise, c'est d'abord les avantages financiers, avec des réductions de charges, des aides à l'embauche, des aides et une réduction en fait des charges payées à la fin à la fin de l'année sur le chiffre d'affaires annuel. C'est avant tout aussi une politique d'inclusion que d'avoir des travailleurs handicapés dans son entreprise par le biais d'une mise à disposition, une politique d'inclusion qui entre vraiment dans une politique RSE globale que chaque entreprise est obligée aujourd'hui de mettre en place. C'est aussi et surtout un moyen de lutter contre la discrimination, parce que ce que je dis souvent, et c'est vraiment fondé sur des études sociologiques, avoir un travailleur en situation de handicap dans une entreprise, c'est une valeur ajoutée, parce qu'elle permet à l'ensemble des salariés de se sentir en sécurité, parce que si mon patron aujourd'hui est bienveillant vis-à-vis du handicap et intègre dans l'entreprise une personne en situation de handicap, demain, s'il m'arrive un pépin, il sera bienveillant avec moi aussi. Et les études sociologiques ont montré qu'il y avait une augmentation de la productivité générale dans l'entreprise à partir du moment où il y avait des travailleurs en situation de handicap qui étaient intégrés. Et puis, c'est quand même une valeur ajoutée pour une équipe que de se dire que l'entreprise est ouverte à tous et donne la chance à tous. Donc, c'est vraiment un outil essentiel d'inclusion. Un ESAT-ORMUR, et c'est ce vers quoi notre mouvement aussi se bat, c'est le développement de places en ESAT-ORMUR, parce que ces places en ESAT-ORMUR vont être une sécurité pour le parcours de nos personnes déficientes intellectuelles. Et la dernière. Je vais vous présenter le parcours de Kevin qui est accompagné par l'ESAT. Oui, Kevin était accompagné par l'ESAT-ORMUR et aujourd'hui a signé un CDI dans une entreprise, donc il est accompagné par la plateforme emploi et par ce qu'on appelle l'emploi accompagné. Kevin, vous allez voir son parcours, c'est un jeune déficient intellectuel avec une légère déficience intellectuelle, mais vous allez voir que malgré tout ça et malgré toutes ces différences, on est vraiment sur un parcours qui fait chaud au cœur. J'ai rencontré l'ADPI grâce à une entreprise qui s'appelle la Mission Locale. J'ai fait un premier stage quand je suis arrivé à l'ESAT-ORMUR en espace vert. J'ai pas beaucoup accroché, donc du coup, avec mon éducateur qui me suivait, on a décidé de voir pour un autre projet, donc la mécanique. Et entre la mécanique et tout ça, j'ai passé le permis poids lourd qui a été financé par l'ESAT-ORMUR. Les transports laitiers, nous sommes situés donc, du coup à Bargues, au port d'Aurillac. Donc, nous sommes une entreprise de transport de marchandises, multi-activités. Aujourd'hui, nous comptons 185 salariés, 130 conducteurs. Et donc, nos activités principales aujourd'hui sont la distribution, les activités régionales, nationales, citernes, frigos, fonds mouvants. Kevin a réalisé ses stages chez nous avant d'intégrer l'entreprise. Et c'est vrai que dès le début, on a trouvé une personne très très motivée et ça nous a fait très plaisir. Et du coup, l'intégration après, quand il a été intégré en tant que salarié, était beaucoup plus facile. On sentait que Kevin n'était pas tout seul.
Donc on a vite senti que derrière il y avait toute une organisation, un processus. Et je pense dans son accompagnement et dans sa réussite d'aujourd'hui, oui, je pense que l'accompagnement était très important et a été très réussi. Après, ouais, ça se passe bien. Non, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, moi je me plais, donc j'ai pas la boule au ventre quand je rentre au boulot, c'est un boulot qui me plaît bien, quoi. Puis je découvre un peu le pays, donc ça va. Aujourd'hui, Kevin, on l'a pris comme une personne tout à fait normale. Aujourd'hui, clairement, pour nous, Kevin, aucun handicap. Et voilà, aujourd'hui, non, pour nous, c'est une belle réussite parce qu'il y a eu une immersion, des stages qui ont été un petit peu longs pour lui. Et non, sincèrement, aujourd'hui, ça sera à refaire, on refait avec grand plaisir. Il faut leur faire confiance. Et puis, je vous dis, ce qu'on retire vraiment de Kevin, c'est dès le début sa motivation. Et puis, aujourd'hui, son projet n'est pas fini, puisque je pense qu'il va aussi aller jusqu'à gérer au super lourd, ce qui est le Graal pour un conducteur routier. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il est toujours motivé et puis il va y arriver. Voilà, c'est parti. Je vais faire le plein et après on peut partir. Je pense que c'est très éclairant comme exemple. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation. On va enchaîner parce que le temps tourne, mais en tout cas, restez avec nous parce que je pense que vous aurez des questions par la suite. Cécile, je te laisse la parole. On va peut-être passer le film. On a un petit film introductif qui présente le réseau Une API entreprise. C'est un film qu'on a intitulé « Fier de bien faire ». Voilà. Et que je vais essayer de vous montrer. Attendez. Ah, je ne l'ai pas. Un instant. Salut. Alors nous, c'est Kabaya, une joyeuse équipe qui s'est donnée pour mission de créer des accessoires ingénieurs. Dans le réseau Une API et entreprise, on est fiers. Fiers de s'appliquer, de s'adapter, de servir et oser. Fiers de s'impliquer, d'innover, d'écouter et peaufiner. Encore, toujours. On est fiers de transmettre, de donner confiance, de partager et s'épanouir. Dans le réseau Une API et entreprise, on est fiers de bien faire. Une API et entreprise est le premier réseau de prestataires responsables, avec partout en France plus de 60 000 personnes en situation de handicap intellectuel, accompagnées par des professionnels qui, ensemble, sont fiers. Fiers de bien faire. Voilà, c'était notre petit film introductif qui valorise la campagne, qui vient illustrer la campagne Fier de bien faire. Quand on a lancé ce dispositif en mars dernier, on a voulu répondre à 4 enjeux qui étaient majeurs pour le réseau Une API.
qui était la valorisation des rôles sociaux et travailler vraiment à la reconnaissance des compétences des personnes en situation de handicap qui exercent une activité professionnelle. C'était renforcer la reconnaissance du secteur protégé et de l'expertise des professionnels qui accompagnent dans l'emploi ces personnes. Et l'actualité, on le sait, voilà, montre qu'elles sont vraiment mises à mal, et développer le rôle d'acteurs clés de l'économie, puisque les ESAT et les EA sont de fait des acteurs de l'ESS. Et puis, c'est aussi garantir l'effectivité des droits et d'accompagner la transformation de l'offre toujours au service de la personne. Voilà, donc c'est des enjeux qu'on a transformés en objectifs, comme je viens de vous les décrire. Et donc, c'est un dispositif qui repose sur deux axes majeurs qui sont pour nous, valoriser tout ce qui existe au sein de notre réseau, tous les leviers d'exemplarité, toutes les bonnes pratiques qui existent déjà. Et nous, on est persuadés que c'est en créant les rencontres, et là, les témoignages d'aujourd'hui le montrent bien, c'est en créant la rencontre qu'on arrive à lutter contre les stéréotypes et à lever ces préjugés. Et d'autre part, nous, on va travailler à renforcer encore les liens qui existent entre nos ESAT, les EA, et puis les acteurs de droit commun, toutes les personnes qui œuvrent à l'emploi des personnes handicapées, qui sont des acteurs de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, le dispositif Une API entreprise, il repose sur deux axes majeurs qui sont d'abord un site vitrine que vous allez pouvoir découvrir. On nous a posé la question là dans le fil de discussion. Donc, sur le site Une API entreprise, on va vous en faire la démonstration. On peut trouver assez rapidement et facilement les ESAT et les EA qui correspondent à une prestation que vous recherchez ou sur un lieu géographique. Et d'autre part, on a une campagne de communication que vous allez voir un peu fleurir sur tous les territoires, puisqu'on a un partenariat avec Deco qui nous permet de rendre visible cette campagne qui met donc en scène le fier de bien faire, comme on vient de le voir, à la fois des personnes en situation de handicap, des professionnels de l'accompagnement, mais aussi des donneurs d'ordre qui sont fiers ensemble de rentrer dans ce cercle vertueux. Et puis de partager la même valeur de travail inclusive et solidaire. Voilà, excusez-moi, je passe un petit peu rapidement parce que je vois que le temps est compté et qu'on a surtout envie de vous faire une petite démonstration du site. Voilà, là, on a vu les visuels que vous allez voir, voilà, des différentes personnes qui sont mises en scène, des personnes handicapées, des donneurs d'ordre et des professionnels de l'accompagnement. Voilà, juste pour vous faire une rapide démonstration du site Une API entreprise, sur cette homepage, enfin sur la une du site, pardon, vous allez pouvoir accéder à un moteur de recherche et trouver une prestation. Donc là, on va vous démontrer, voilà, restauration. On va cliquer sur une type de prestation qui est la restauration. Et puis, on va affiner dans la recherche avancée. On va chercher traiteur, livraison de plateau repas et fabrication de paniers gourmands. Des choses qui peuvent être réalisées en entreprise. On va chercher au niveau national. Après, on peut évidemment rétrécir le champ de sa recherche en fonction de son lieu géographique. Et voilà. Et donc, ça nous emmène à la Martinique. On est très contents. Mais voilà, le moteur de recherche va générer une liste des ESAT et d'EA qui correspondent à la prestation et au domaine géographique que vous avez sélectionné. Donc là, on voit que je crois qu'il y a près de 90 ESAT et EA, je ne me souviens pas, voilà, 98. Et puis, en téléchargeant les résultats, voilà, le moteur de recherche va vous générer un fichier Excel pour une exploitation plus simple de vos résultats. Donc là, en cliquant sur chaque ESAT, vous allez être mis en relation directement avec les ESAT. Voilà. Et puis, sur ce site, vous allez retrouver aussi les valeurs ajoutées du réseau Une API entreprise, près de 13 filières métiers pour aller un petit peu plus loin et découvrir un peu la diversité des prestations qui sont proposées et qui dépoussièrent un peu les images qu'on a des ESAT qui sont très riches et très innovants. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous avez des questions? Profitez que nos experts soient encore parmi nous pour poser des questions.
Et si, comme je vous le disais, si vous avez des exemples au sein de vos entreprises de mise à disposition ou voilà, de pratiques qui sont des belles pratiques, qui réussissent et qui sont profitables à tout le monde, n'hésitez pas à nous les partager. C'est toujours intéressant. Et que nous aussi, on peut les valoriser sur le site Une API Entreprise, entre autres. Donc, voilà, si vous avez des pratiques de ce type à nous partager, on en sera ravis. Bon, à nouveau, on a été un petit peu long. Désolée. Peut-être que vous avez aussi d'autres réunions ou des réunions avec vos estomacs maintenant. Agathe, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que le mouvement parental, une API, se bat depuis longtemps pour l'inclusion des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises traditionnelles. Et je crois qu'on a un challenge dans les prochaines années, c'est l'employabilité des femmes en situation de handicap aussi, qui sont souvent laissées pour compte et qui sont moins employées que les hommes en situation de handicap. Donc, on a aussi là-dessus à mettre le paquet sur les prochaines années pour arriver à plus de justice sociale. Intéressant. Pas de questions? Je ne vois pas de main levée, Agathe. Nous vous ferons dans tous les cas, comme pour les autres présentations, parvenir la présentation et voilà, les échanges qu'on a pu avoir donc par mail dans un compte rendu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas du tout à revenir vers nous. Et puis là, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et merci à beaucoup. bientôt, mesdames. Merci à tous pour votre participation. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt, tout le monde. Merci, Cyril, pour votre intervention. Au revoir.